Bonjour, donc Stéphane Forgeron. Je vais essayer de faire court parce que il est déjà tard et moi j'interviens notamment pour en didactique sur différentes thématiques, notamment celles relatives à la vie autonome, à tous les aspects internationaux qui sont essentiels en termes de bonnes pratiques et sur plein d'autres sujets, dont celui de ce soir sur l'accès aux soins et notamment le refus d'accès aux soins. Il faut savoir que c'est un sujet qui est apparu relativement récemment et c'est un sujet qui de surcroît gêne, dérange parfois les autorités parce que c'est quelque chose sur lequel on met le doigt et dont peu de personnes avaient parlé jusqu'à présent. Il faut savoir que à mon sens, et à ma connaissance, le premier rapport sur le sujet qui a vraiment abordé cette thématique sans le moindre détour est celui de le rapport Jacob de 2013. Et depuis, on a guère avancé d'un point de vue concrètement, on en parle, ce qui est déjà très très bien, mais en termes de réalisation, aujourd'hui, on est encore dans une phase un petit peu avec une marge de progrès qui est extrêmement importante. Donc pour essayer de faire court, moi je vais parler de deux problématiques qui sont liées au refus d'accès aux soins, qui ont déjà été abordées, mais je vais les aborder peut-être de façon un peu plus concrète par rapport justement au parcours de soins et à la difficulté auxquelles sont confrontés nombre de personnes handicapées. Alors, nombre de personnes handicapées, c'est pas forcément tous les handicaps, ce sont généralement les handicaps qu'on dit les plus lourds. Alors, c'est pas forcément un terme extrêmement élégant. Parfois on parle aussi d'handicap sévère. Alors on se réfère entre autres au polyhandicap, on se réfère à l'autisme, on se réfère notamment aussi à la déficience intellectuelle, mais on pourrait également parler de la trisomie 21. Ce sont généralement des handicaps où les personnes ont de réelles difficultés à communiquer avec d'autres personnes, ce qui complique également la relation avec le médecin. Avec le médecin, avec les professionnels de santé, je dirais, au sens large du terme. La première difficulté auquel on est confronté, alors ça a été évoqué, mais c'est véritablement l'accessibilité des cabinets médicaux. Alors, on parle plutôt peut-être des cabinets généralistes, et c'est la raison qui explique notamment parfois aussi pourquoi nombre de personnes handicapées vont directement aux urgences. Alors ce phénomène, il est quand même globalement mal expliqué. Lorsqu'on interroge des personnes handicapées et qu'on a affaire à des témoignages souvent assez saisissants, c'est que bien souvent, soit les cabinets médicaux ne sont pas accessibles, soit les professionnels de santé refusent tout simplement, comme cela a pu être exprimé également précédemment, de prendre en charge, de recevoir une personne handicapée, lourdement handicapée, tout simplement parce que le professionnel de santé considère qu'il n'a pas été formé au handicap. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui parce que bien souvent des personnes handicapées disent qu'elles mettent déjà une demi-journée pour trouver un professionnel de santé, un médecin généraliste, ne serait-ce que pour se faire soigner pour une grippe, pour un rhume. Donc ça pose d'énormes difficultés. En termes de prise de rendez-vous, bien souvent les rendez-vous sont proposés parfois à des dates extrêmement éloignées pour finalement des pathologies jugées extrêmement bénignes. Et bien souvent, les personnes handicapées se retrouvent aux urgences. Et là commence un nouveau parcours du combattant. En fonction de la complexité, de la lourdeur du handicap, ces personnes handicapées, bien souvent, ne peuvent pas être accompagnées d'une tierce personne, d'un aidant, parce que les urgences refusent l'accompagnement d'un aidant. On oublie souvent cette problématique, mais elle est essentielle. Une personne lourdement handicapée qui a d'énormes difficultés pour s'exprimer, premièrement, n'aura pas accès, ne pourra pas forcément manger, ne pourra pas boire, ne pourra pas avoir accès, ne pourra pas aller aux toilettes. Donc imaginez cette personne handicapée qui pendant 8 heures parfois d'attente ne va pas pouvoir bénéficier, on va dire, de besoins primaires.
et sans pouvoir les exprimer, sans qu'il y ait pour autant une attention particulière pour cette personne. Et c'est la raison pour laquelle un aidant ou une tierce personne, qui peut être une personne du reste, quelqu'un de la famille, serait absolument indispensable dans ce type de situation pour ne pas laisser la personne handicapée seule. Et bien souvent, ces personnes handicapées sont confrontées à ce refus qui ne coûte rien, qui ne coûte absolument rien en termes d'un point de vue pour les finances publiques. Donc ça, c'est une dimension qui, sur le plan strictement humain, n'est pas prise en compte. Deuxièmement, attendre 8 heures, même si, comme cela nous a été expliqué, et c'est tout à fait compréhensible, que les urgences sont là pour prendre les cas les plus graves, et ça c'est tout à fait entendable. Ceci étant, ce qui est beaucoup moins entendable, c'est qu'une personne handicapée passe une journée entière avant de pouvoir être reçue par un médecin pour une pathologie vraiment jugée secondaire, et à juste titre, par les urgences. Là, il y a véritablement un problème, pour moi, essentiel, pour trouver véritablement des solutions et pour qu'en fait on ne puisse plus, pour qu'on ne puisse pas engorger inutilement le service des urgences. Là aussi, on est confronté véritablement à une problématique finalement de non prise en compte d'une façon générale de l'ensemble des personnes qui ont des besoins spécifiques. Pour moi, cela reste un mystère aujourd'hui que des cabinets médicaux soient ouverts au 3e étage d'une résidence sans ascenseur. Parce que ce soir, on est là pour parler des personnes handicapées, évidemment, mais il ne faut pas oublier que la première clientèle des médecins, ce sont quand même des personnes handicapées et surtout des personnes malades. Ce sont des personnes âgées, ce sont des femmes enceintes, des personnes obèses, ce sont également des personnes, des parents avec des enfants en bas âge qui vont forcément aller dans un cabinet médical avec un landau. Eh bien, on a vraiment ce sentiment que finalement, tous ces publics, et pas que le public dont nous parlons plus spécifiquement ce soir, sont totalement oubliés finalement des professions libérales dans le choix de l'installation d'un cabinet médical. Et ça, c'est une problématique qui, aujourd'hui, n'est pas véritablement abordée. Cette problématique, elle est uniquement abordée sous l'angle des contraintes, parfois qui sont jugées même insupportables par les professionnels de santé, et non comme une opportunité de captation, finalement, d'une nouvelle clientèle. Le deuxième point que je voulais aborder, en fait, c'est que le monde de la santé, aujourd'hui, est mal préparé dans son ensemble, et sauf exception, à prendre en charge, accueillir et soigner les personnes vivant avec un handicap. Surtout si celui-ci est dit lourd. Alors, dit lourd, polyhandicap, autisme, handicap psychique, handicap intellectuel. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les soignants. La majorité d'entre eux a été mal préparée ou pas préparée du tout, et beaucoup l'admettent que soigner des personnes pour soigner des personnes dites différentes. Du reste, plus nombreuses que par le passé, avec l'espérance de vie qui augmente pour cette population très hétérogène. Je dis population très hétérogène parce que quel est le lien, par exemple, entre une personne sourde et aveugle ? À mon sens, aucun. Si ce n'est que dans les deux cas, on parle d'handicap sensoriel. Il en résulte pour ces personnes une difficulté supplémentaire, voire spécifique, pour l'accès aux soins. Un constat s'impose, le manque de connaissance du handicap dans le système de santé. Les personnes handicapées peuvent avoir un comportement que les professionnels de santé n'ont pas l'habitude de rencontrer au quotidien, et bien souvent les professionnels n'ont pas le temps de se renseigner sur tel ou tel handicap pour tout ce qui a trait à l'accueil, à leur spécificité, à la meilleure manière de leur parler. Par exemple, la surdité ou le polyhandicap. Et une des solutions qui, pour moi, me semble essentielle, c'est aujourd'hui d'axer tous les efforts sur la formation professionnelle des futurs médecins. Du reste, visiblement, d'après ce qui nous a été dit, les médecins, enfin les futurs médecins, sont plutôt
d'après les retours d'expérience, plutôt très volontaires pour justement être formés au handicap. En conclusion, on a longtemps préféré fermer les yeux sur cette réalité insoutenable pour le pays qui prétend avoir le meilleur système de santé au monde. Ce phénomène a abouti à une vraie scission de notre société entre le monde dit ordinaire et celui des personnes non prises en charge en raison de leur handicap. Que faire pour une personne handicapée et son entourage lorsqu'un professionnel de santé refuse de la soigner, de lui délivrer un certificat médical, exemple pour le certificat de sport par exemple, ou pour des problèmes d'accessibilité d'un cabinet médical. Bien souvent, aucune solution n'est proposée pour elle. Bien souvent, aucune solution n'est proposée et ces personnes sont confrontées à un abandon de soins. Une personne qui ne peut pas se soigner, ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et que cela a forcément des conséquences irréversibles en termes de scolarisation, d'emploi, de vie sociale, d'isolement, d'estime de soi. Ces personnes ne demandent qu'à vivre comme tous les autres et si possible avec dignité. C'est tout un état d'esprit qui doit évoluer et pour y parvenir, le ministère de la Santé doit prioritairement miser sur des modules de formation de qualité. Des retours d'expérience montrent que les étudiants en médecine sont demandeurs de telles formations, ce qui est encourageant. Encore faut-il les déployer à l'échelle de notre pays dans leur cursus universitaire et leur apprendre à mettre de l'humain dans la relation qu'ils auront avec leurs futurs patients. Le prendre soin ne peut pas se limiter à un acte technique entre un sachant et un patient, quel qu'il soit. Merci. Alors, je voudrais vous remercier tous et surtout remercier Sébastien et le comité national, le comité d'éthique Île-de-France, et remercier Eric, Stéphane, Sophie et Alain. Nous aurons encore l'occasion de vous voir. Vous avez le rapport si vous le souhaitez. En tout cas, à chacun d'entre vous, un grand merci. Nous avons besoin de vous pour faire des progrès. Merci.